Saviez-vous qu'en 2025, plus de 2 milliards de dollars pourraient être perdus dans plusieurs États américains simplement parce que les Canadiens ont cessé de venir? Imaginez des villes entières, autrefois animées et prospères, soudainement désertées. Les voitures avec des plaques canadiennes ont disparu. Les touristes, les camions chargés de marchandises, même les snowbirds qui affluaient en Floride, ne sont plus là. Que se passe-t-il lorsqu'une bouée de sauvetage patiemment construite au fil des décennies disparaît soudainement? Eh bien, c'est la réalité pour certains États, et les conséquences pourraient être bien pires que ce que vous imaginez. Restez avec nous pour découvrir quels États sont au bord de l'effondrement. Numéro 1, le Maine, l'effondrement silencieux d'une ville de pêcheurs de homards. Le Maine, connu pour ses phares emblématiques, son littoral accidenté et bien sûr son industrie du homard, fait aujourd'hui face à une crise inattendue. L'absence de visiteurs canadiens, autrefois une source de revenus régulière pour l'État, commence à laisser des traces profondes sur les entreprises locales. Pendant des décennies, les Canadiens ont afflué vers le Maine pour ses fruits de mer, ses villages pittoresques et son mode de vie décontracté, apportant des millions de dollars chaque année. Mais sans eux, le Maine voit des tables vides dans les restaurants et des quais déserts, là où les bateaux de pêche au homard accostaient autrefois avec la pêche du jour. Les pêcheurs, qui comptaient autrefois sur le commerce transfrontalier, font maintenant face à un marché où la demande a soudainement chuté. Les casiers à homards restent vides et les marchés de fruits de mer habituellement animés sont silencieux. Les restaurants qui prospéraient autrefois grâce à l'afflux de touristes canadiens peinent désormais à survivre, proposant des promotions pour tenter de combler le vide. Mais le rythme soutenu des saisons touristiques animées a été remplacé par un calme saisissant. Les salles à manger, qui résonnaient autrefois de conversation, sont maintenant étrangement silencieuses et les entreprises locales de fruits de mer ressentent la pression. Même les plus petites villes, qui dépendent des visiteurs canadiens pour leur subsistance, commencent à ressentir les effets. Les endroits qui comptaient autrefois sur les revenus saisonniers des touristes traversant la frontière voient maintenant disparaître leur clientèle principale. Pour de nombreux habitants du Maine, il ne s'agit pas seulement d'une perte financière, mais aussi de la disparition d'un rythme familier et rassurant. La présence canadienne, autrefois un pilier de l'économie du Maine, s'est lentement évanouie jusqu'à disparaître, et personne ne sait quand, ni même si elle reviendra. C'est le lent effritement d'une communauté fondée sur les liens transfrontaliers, où chaque casier à homard remonté symbolisait non seulement un repas, mais aussi une bouée de sauvetage. Numéro 2. New York. Le rythme perdu des Mille-Îles. À New York, les charmantes villes de Lake George et des Mille-Îles, autrefois animées par l'afflux de touristes canadiens, font désormais face à un silence inquiétant. Pendant des années, ces destinations pittoresques ont prospéré grâce au va-et-vient prévisible des visiteurs franchissant la frontière. L'arrivée des Canadiens, que ce soit pour une escapade le temps d'un week-end ou pour de longues vacances d'été, était le cœur battant de ces villes. Mais aujourd'hui, ce rythme régulier a été brisé et l'absence se fait cruellement sentir. Lake George, réputé pour ses eaux cristallines et son animation touristique, voit aujourd'hui ses rues autrefois animées devenir silencieuses. Les motels, qui accueillaient autrefois à pleine capacité des familles canadiennes venues profiter de l'été, peinent désormais à atteindre un taux d'occupation minimal. Les commerces locaux, qui prospéraient grâce aux touristes achetant des souvenirs et du matériel de plein air, sont maintenant à moitié vides, les propriétaires s'efforçant de s'adapter à cette chute soudaine de leur activité. Les restaurants chaleureux qui résonnaient autrefois des conversations de clients canadiens partageant des assiettes de poissons frits et de frites entendent désormais plus souvent le silence que le tintement des verres. Dans les Mille-Îles, l'histoire est similaire. Ces îles idylliques, le long du fleuve Saint-Laurent, étaient autrefois une destination prisée des Canadiens cherchant à fuir la ville et à profiter de la nature. Mais aujourd'hui, les bateaux qui transportaient autrefois les visiteurs d'une île à l'autre voient moins de passagers, et les petites boutiques, qui dépendaient autrefois des clients venus de l'autre côté de la frontière, peinent à rester ouvertes. Les entreprises locales procèdent à des ajustements désespérés, réduisant leur personnel, raccourcissant leurs horaires, et espérant un renversement de situation qui ramènerait leurs clients canadiens. Ce qui était autrefois un flux régulier et fiable de visiteurs est désormais devenu un événement rare, laissant ces villes autrefois prospères dans un calme incertain sans savoir ce que l'avenir leur réserve sans leurs voisins du Nord. Troisièmement, le Michigan, le cœur manufacturier et commercial perturbé. Le Michigan, un État qui a longtemps été la colonne vertébrale de la fabrication et de la logistique américaine, doit aujourd'hui faire face aux conséquences de la perturbation du commerce transfrontalier.
La baisse des visites canadiennes ne nuit pas seulement au tourisme, elle crée un effet domino qui touche en profondeur l'industrie manufacturière du Michigan. Le Canada, autrefois un partenaire fiable dans l'échange de marchandises, d'outils et de pièces, est devenu une présence lointaine. Pendant des années, les usines et entrepôts du Michigan ont prospéré grâce à ce flux constant de matériaux. Mais aujourd'hui, avec des livraisons retardées ou totalement absentes, les opérations s'arrêtent progressivement. Dans des villes comme Port-Huron et Sault Ste. Marie, les itinéraires de livraison autrefois animés se sont ralentis jusqu'à presque s'arrêter. Les camions qui transportaient autrefois des pièces essentielles pour les industries automobiles et mécaniques du Michigan restent désormais à l'arrêt, attendant des livraisons qui n'arrivent jamais. Les usines locales, qui résonnaient autrefois du bruit des chaînes de montage, connaissent maintenant de longues périodes de stagnation, les ouvriers attendant les pièces nécessaires à la poursuite de la production. Les conséquences se font sentir dans tous les recoins de l'industrie, des petits ateliers qui fournissaient les matières premières aux grandes usines de fabrication qui faisaient tourner l'économie de l'État. Mais il n'y a pas que les entreprises qui ressentent la pression. Les travailleurs, eux aussi, subissent le poids de cette perturbation. Les mécaniciens, qui comptaient autrefois sur un flux régulier de pièces automobiles en provenance du Canada, sont désormais contraints d'adapter leurs horaires et de faire avec des ressources limitées. La tension liée à l'incertitude devient une réalité personnelle pour les familles qui dépendaient autrefois de cette chaîne d'approvisionnement fiable pour joindre les deux bouts. Un mécanicien à Sault Ste. Marie, qui travaille dans le même garage depuis 15 ans, se retrouve maintenant à attendre plusieurs jours une livraison qui arrivait autrefois à l'heure. Pour lui, il ne s'agit pas seulement du retard, mais de l'incertitude quant à la date d'arrivée de la prochaine pièce, ou même si elle arrivera tout court. Alors que le silence s'installe de plus en plus dans les centres logistiques autrefois florissants du Michigan, l'État est contraint de faire face à une réalité où le flux prévisible de marchandises et de travail a été remplacé par une perturbation lente et douloureuse. Numéro 4. Le Vermont, l'érosion silencieuse d'une identité saisonnière. Le Vermont, avec ses collines ondulantes, son feuillage d'automne éclatant et ses charmants bed and breakfast, a longtemps compté sur les touristes saisonniers pour faire vivre son économie. Pendant des années, les visiteurs canadiens affluaient dans l'État, surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, attirés par les petites villes pittoresques et la promesse d'escapades chaleureuses. Mais aujourd'hui, sans cet afflux régulier de visiteurs, l'identité du Vermont, construite autour de son rôle de destination pour des séjours saisonniers, s'effrite lentement. Les parkings vides devant les auberges et bed and breakfast autrefois prisés témoignent silencieusement de cette perte. Ces établissements, qui dépendaient fortement des snowbirds canadiens et des visiteurs du week-end, se retrouvent désormais avec des chambres inoccupées et des factures impayées. Les commerces locaux, qui remplissaient autrefois leurs rayons de produits adaptés aux touristes, voient leur clientèle diminuer, et les rues autrefois animées de villes comme Middlebury et Montpellier deviennent de plus en plus calmes. À mesure que l'économie touristique du Vermont se contracte, ce ne sont pas seulement les entreprises qui souffrent, mais aussi les emplois. Les employés locaux, qui prospéraient autrefois grâce à cette économie saisonnière, font désormais face à l'incertitude alors que les heures de travail sont réduites et que les entreprises ferment leurs portes plus tôt que jamais. Cependant, face à cette épreuve, les habitants du Vermont font preuve d'une résilience remarquable. Au lieu de baisser les bras, de nombreux habitants se tournent vers de nouvelles façons de soutenir leur communauté. L'accent est de plus en plus mis sur l'agriculture locale, les fermes trouvant des moyens créatifs d'attirer des clients des villes voisines, désireux d'acheter des produits frais et des articles artisanaux. Les marchés de producteurs et les petits événements locaux sont également devenus de plus en plus populaires, les habitants du Vermont se rassemblant pour se soutenir mutuellement et maintenir l'économie locale en mouvement. De plus, certaines villes adoptent l'idée d'un tourisme communautaire, délaissant le tourisme de masse au profit d'expériences plus petites et plus intimistes, destinées à la population locale et à ceux qui continuent de faire le déplacement. C'est un virage vers l'autosuffisance, un éloignement de la dépendance aux visiteurs saisonniers et un rappel que l'esprit communautaire du Vermont est peut-être sa plus grande force alors qu'il traverse cet avenir incertain. Numéro 5. Le Minnesota. La crise du sirop d'érable et la résilience communautaire. Au Minnesota, la disparition des visiteurs canadiens se fait sentir d'une manière inattendue, à travers les barils de sirop. Depuis des générations, la demande canadienne a constitué une source de revenus stable pour les producteurs de sirop d'érable du Minnesota, surtout au printemps, lorsque la sève coule et que le sirop est produit en abondance. Mais aujourd'hui, avec les touristes et les entreprises canadiennes qui ne traversent plus la frontière, ces barils restent immobiles, remplis de sirop qui n'a nulle part où aller.
Le flux autrefois fiable d'acheteurs venus d'outre-frontières, avides du doux sirop du Minnesota, s'est brusquement interrompu, laissant les producteurs dans l'incertitude. L'effet domino est considérable. Les producteurs locaux de sirop, dont beaucoup comptent sur la demande canadienne pour rentabiliser leur saison, se retrouvent désormais à se demander quoi faire de leur production. Ce qui était autrefois le point culminant de la saison est devenu un casse-tête logistique. Du sirop produit, mais sans débouché. Les barils de sirop qui étaient autrefois expédiés au Canada prennent maintenant la poussière dans les entrepôts. Certains producteurs sont contraints de réduire leurs activités, de diminuer le nombre d'arbres entaillés, ou même de laisser la sève non récoltée, ce qui entraîne des occasions perdues. Malgré les difficultés, les communautés du Minnesota font preuve d'une résilience remarquable. Pour s'adapter, de nombreux habitants se concentrent sur des moyens de préserver leur tradition culinaire, cherchant de nouvelles façons d'impliquer la population locale et d'attirer des non-touristes vers leur production de sirop. Les cours de cuisine sont devenus un moyen populaire pour les habitants de se rapprocher du processus de fabrication du sirop, en apprenant aux gens comment intégrer le sirop d'érable dans les repas quotidiens. Les initiatives alimentaires locales prospèrent également, avec des marchés communautaires et des épiceries coopératives qui vendent du sirop d'érable directement aux habitants qui n'y auraient peut-être pas pensé autrement. Grâce à ces efforts créatifs, les communautés du Minnesota ne se contentent pas de préserver leurs traditions liées au sirop d'érable. Elles cultivent aussi un nouvel élan de fierté locale. Elles trouvent des moyens de survivre sans la demande internationale, prouvant que même face à des changements inattendus, la résilience locale peut inverser la tendance. Numéro 6. Le Nevada, la lutte silencieuse des villes casinos. Les villes casinos emblématiques du Nevada, autrefois animées et pleines de vie, font désormais face à un silence inquiétant. Des villes comme Laughlin et Wendover, autrefois bondées de touristes canadiens venus chercher le frisson du blackjack et le faste des machines à sous, voient aujourd'hui leurs salles de jeu autrefois pleines se vider. L'absence de ces visiteurs canadiens, qui constituaient une part essentielle de l'économie du jeu, a un impact profond, tant sur les entreprises que sur les employés qui dépendent de cet afflux régulier de visiteurs. Les casinos, autrefois animés par le tintement des pièces, les rires et les acclamations, sont désormais étrangement silencieux. L'absence des touristes canadiens, dont beaucoup venaient passer le week-end ou les vacances au Nevada, a provoqué une chute spectaculaire des revenus des casinos. Sans le flux constant de visiteurs venus d'au-delà de la frontière, les salles de jeu accueillent moins de joueurs et les halls d'hôtels autrefois animés sont aujourd'hui presque déserts. Les sièges vides aux tables de poker et les machines inoccupées rappellent cruellement à quel point ces villes dépendaient du tourisme transfrontalier. Pour les employés, les conséquences sont encore plus personnelles. Les croupiers, serveurs de cocktails et autres employés des casinos, qui comptaient autrefois sur les visiteurs canadiens pour remplir leurs horaires, se retrouvent aujourd'hui avec des heures réduites ou, dans certains cas, des suppressions de postes. Pour beaucoup, le rythme de leur journée est passé de la certitude d'une foule animée le week-end à l'incertitude de services calmes. La pression n'est pas seulement financière, elle est aussi émotionnelle. Beaucoup d'employés ont construit leur vie autour du rythme de la saison animée des casinos, et avec sa disparition, on ressent une véritable impression de perte dans l'air. Les licenciements, les réductions et l'avenir incertain laissent les travailleurs s'interroger sur leur place dans une ville qui change plus vite qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Alors que les villes casinos du Nevada peinent à s'adapter à l'absence des visiteurs canadiens, ceux qui dépendaient autrefois de ces visiteurs se retrouvent à se demander ce que l'avenir leur réserve dans une ville construite sur le bourdonnement constant d'activités qui semble désormais hors de portée. Numéro 7. Le Dakota du Nord. La pression d'une récolte stagnante. Dans le Dakota du Nord, les répercussions de la disparition des visiteurs canadiens se font sentir bien au-delà du secteur du tourisme. Depuis des générations, les agriculteurs de cet État fertile comptent sur les acheteurs canadiens pour leurs céréales et leurs produits, tissant des relations commerciales solides qui ont duré des décennies. Mais aujourd'hui, avec moins d'acheteurs canadiens franchissant la frontière, les agriculteurs se retrouvent face à des silos débordants, incapables de vendre leurs récoltes. Ce qui était autrefois un marché stable et prévisible est désormais devenu un jeu d'attente frustrant et incertain. Les silos à grains, autrefois animés par les expéditions vers le nord, sont maintenant à l'arrêt. Avec la chute de la demande canadienne pour le grain du Dakota du Nord, les agriculteurs peinent à trouver des marchés alternatifs pour leurs récoltes. Des barils de blé et des boisseaux de maïs autrefois destinés aux transformateurs canadiens restent désormais immobiles, encombrant les installations de stockage et plaçant les agriculteurs dans une situation difficile.
Les expéditions annulées deviennent de plus en plus courantes et pour de nombreux agriculteurs, le fardeau financier s'alourdit à mesure qu'ils voient leur récolte invendue. Les conséquences vont bien au-delà des seules difficultés financières. Il y a aussi un impact émotionnel pour les agriculteurs qui ont passé des années à tisser des liens avec leurs homologues canadiens. Pour beaucoup, le commerce transfrontalier représentait bien plus qu'un simple accord commercial. C'était un véritable mode de vie. Les agriculteurs comptaient sur la certitude que leurs produits trouveraient preneur sur le marché canadien, ce qui leur donnait la confiance nécessaire pour semer et récolter en toute sécurité. Aujourd'hui, avec cette sécurité ébranlée, un sentiment croissant d'anxiété et d'incertitude quant à l'avenir s'installe. Face à ces défis, de nombreux agriculteurs réorientent désormais leur activité vers une agriculture davantage axée sur le marché local. Au lieu de dépendre des exportations transfrontalières, ils cherchent de nouveaux moyens de vendre leurs produits plus près de chez eux. Les marchés fermiers locaux, les programmes d'agriculture soutenus par la communauté, ASC, et la vente directe aux consommateurs deviennent plus courants. Mais ces alternatives n'atteignent souvent ni l'échelle ni la rentabilité du commerce transfrontalier sur lequel ils comptaient autrefois. Ce changement est à la fois un mécanisme de survie et un rappel douloureux que la communauté agricole ne perd pas seulement un marché, mais aussi une manière profondément ancrée de faire des affaires qui les a soutenus pendant des générations. Numéro 8. Washington. La lutte silencieuse des villes frontalières. Dans l'État de Washington, des villes comme Blaine, autrefois animées grâce à leur proximité avec la frontière canadienne, font désormais face à une lutte silencieuse, mais profonde. L'absence de visiteurs canadiens a commencé à éroder l'économie locale, laissant des entreprises autrefois prospères lutter pour survivre. Les stations-service, les dîners et les petits commerces de détail qui dépendaient autrefois des voyageurs canadiens pour un flux régulier de revenus voient désormais moins de clients et des transactions plus modestes. Blaine, connu pour son poste frontière et son atmosphère accueillante pour les touristes, a constaté un déclin notable de son activité commerciale. La vue familière des plaques d'immatriculation canadiennes se fait de plus en plus rare, tout comme la vitalité de l'économie locale. Les stations-service autrefois bondées de voyageurs transfrontaliers faisant le plein avant de repartir vers le nord sont désormais désertes. Les dîners locaux, qui accueillaient autrefois des familles canadiennes venues partager un repas avant de poursuivre leur route, se retrouvent maintenant avec des foules clairsemées et des tables à moitié vides. Même les petites boutiques de souvenirs, qui vendèrent de tout, des snacks au bibelot, peinent à rester ouvertes, car la clientèle canadienne qui faisait leur chiffre d'affaires a disparu. Mais même face à cet effondrement progressif, les habitants de Blaine ne se contentent pas d'attendre que la situation s'améliore. Ils s'adaptent à cette nouvelle réalité avec créativité et résilience. Des initiatives communautaires, telles que les coopératives locales et les marchés de producteurs, commencent à prendre de l'ampleur, offrant aux habitants un moyen d'acheter et de vendre des produits sans dépendre de l'afflux de visiteurs extérieurs. Ces initiatives ne visent pas seulement à maintenir les commerces ouverts. Elles consistent aussi à instaurer un sentiment d'autosuffisance et de soutien local qui n'a pas besoin de s'appuyer sur les touristes. Bien que ces efforts soient un début, ils ne constituent pas une solution complète. L'économie de la ville a encore un long chemin à parcourir avant de se rétablir, mais la détermination à s'adapter et à reconstruire montre que, même dans les luttes les plus silencieuses, les communautés peuvent trouver des moyens de perdurer. Numéro 9. L'Illinois. La perturbation silencieuse d'un centre d'expédition. L'Illinois, pilier de la logistique et du transport américain, fait aujourd'hui face à une perturbation discrète mais significative. Les entrepôts et centres d'expédition animés de l'État, qui autrefois bourdonnaient d'activité alors que les marchandises circulaient sans encombre d'une frontière à l'autre, peinent désormais à suivre le rythme face aux retards et aux interruptions. Alors que le flux habituel du commerce transfrontalier en provenance du Canada a ralenti, la chaîne d'approvisionnement de l'Illinois se désagrège petit à petit. Ce qui était autrefois une opération fluide, où les marchandises arrivaient à l'heure, les travailleurs géraient les expéditions et les entreprises fonctionnaient selon un calendrier prévisible, est désormais marqué par de longs retards, des chariots élévateurs à l'arrêt et des rayons vides. Dans des villes comme Waukegan et Rockford, l'effet domino est profond. Les entrepôts autrefois remplis à ras-bord de marchandises en attente d'expédition sont maintenant à l'arrêt. Les centres d'expédition qui dépendaient des produits canadiens doivent faire face à des temps d'attente plus longs et à moins de livraisons. Le flux fluide et prévisible des produits a été remplacé par un arrêt frustrant, laissant les travailleurs sans autre choix que d'attendre des expéditions qui n'arriveront peut-être jamais. À mesure que les retards s'accumulent, l'impact économique devient de plus en plus évident.
Les usines manquent de matières premières, les entreprises locales peinent à se réapprovisionner, et le rythme de l'industrie d'expédition autrefois florissante de l'Illinois ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Mais le coût émotionnel est encore plus important pour les travailleurs qui se retrouvent dans l'incertitude. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement du salaire manquant. Il s'agit aussi de la perte d'une routine qui apportait de la stabilité à leur vie. Les travailleurs qui comptaient autrefois sur le flux régulier des expéditions pour remplir leur journée font maintenant face à l'incertitude. Un employé d'entrepôt à Rockford, qui travaillait auparavant de longues heures à trier des colis pour des livraisons ponctuelles, passe désormais ses journées à attendre inactif des expéditions qui n'arrivent jamais. Cette perturbation est bien plus qu'un simple revers financier. C'est la perte d'un rythme fiable autour duquel de nombreux travailleurs avaient construit leur vie. Alors que l'Illinois tente de faire face à cette interruption, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de produits manquants. Il s'agit des conséquences émotionnelles plus profondes d'un système qui semblait autrefois inébranlable. Numéro 10. La Floride, la crise des snowbirds et la difficulté à s'adapter. La Floride, longtemps un refuge pour les snowbirds canadiens en quête de chaleur pendant les rudes hivers du Nord, fait face à une crise sans précédent. L'industrie touristique de l'État, en particulier dans des villes comme Fort Myers et Naples, a longtemps compté sur l'afflux régulier de retraités et de vacanciers canadiens qui descendent vers le sud pour échapper au froid. Pendant des années, ces snowbirds ont soutenu tout, des commerces locaux aux services saisonniers, devenant une partie intégrante de l'économie floridienne. Mais aujourd'hui, avec moins de Canadiens faisant le voyage, l'économie de l'État en ressent la pression. Dans de nombreuses villes de Floride, l'absence soudaine des snowbirds canadiens se remarque à chaque coin de rue. Les restaurants, autrefois bondés de clients canadiens venus chercher un repas chaud et un goût de chez eux, fonctionnent désormais avec beaucoup moins de clients. Les boutiques locales qui s'adressaient spécifiquement à cette clientèle, vendant de tout, des manteaux d'hiver aux produits spécialisés comme le sirop d'érable et les collations canadiennes, constatent désormais une forte baisse de leurs ventes. Même les services conçus spécialement pour les snowbirds, tels que les locations saisonnières et les services de santé adaptés aux visiteurs âgés, peinent à survivre. Les villes autrefois prospères, qui s'animaient avec la vie saisonnière, semblent aujourd'hui étrangement silencieuses, et les propriétaires d'entreprises cherchent comment combler le vide laissé derrière eux. Cependant, la résilience de la Floride est évidente, car de nombreuses villes s'efforcent de s'adapter à cette nouvelle réalité. Les entreprises locales commencent à réorienter leur offre pour attirer les résidents et les touristes non canadiens en proposant des boutiques éphémères et des marchés temporaires mettant en valeur les artisans et produits locaux. Ces initiatives visent à redonner de la vitalité aux villes, mais elles reflètent aussi la manière dont les communautés tentent de reconstruire leur économie sans dépendre des snowbirds qui remplissaient autrefois leurs rues. Bien que ces changements aillent dans la bonne direction, il est évident que les villes de Floride font face à un avenir difficile alors qu'elles essaient de s'adapter à l'absence de leurs visiteurs du Nord autrefois si fiables. Comme nous l'avons vu, ces 10 États sont confrontés à une force invisible qui est en train de remodeler leur avenir. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque le rythme d'une communauté se perd? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez explorer plus en profondeur les répercussions des changements inattendus, n'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente. Nous mettons beaucoup d'efforts dans ces vidéos et votre soutien compte énormément pour nous. Un simple clic pour vous abonner nous aide à vous proposer des histoires encore plus approfondies. Merci d'avoir regardé.